Donc, je vais pas trop parler de mes projets aujourd'hui. Je vais plutôt vous faire une vue d'ensemble, en fait, des plastiques, de la pollution plastique, essentiellement en milieu marin, et du coup l'impact, en fait, sur le changement climatique. Donc, moi, je me suis vraiment intéressée à la pollution plastique parce que, comme vous l'a dit Elisabeth, je suis plongeur. Et franchement, ce genre d'image, c'était un peu, voilà, pour moi, c'était un peu de trop. Et je me suis demandé, mais comment on a pu en arriver là? Et en fait, si vous faites le calcul hein, de la quantité de plastique que vous avez sur vous ou que vous utilisez au quotidien, bah, vous voyez qu'il y en a partout. Mais vraiment, ça a vraiment envahi nos vies. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de participer à un documentaire qui s'appelle Écolanta, qui est disponible sur YouTube, qu'on a présenté l'année dernière lors du colloque. Voilà, si vous voulez avoir une petite idée de comment finalement le plastique a envahi nos vies, n'hésitez pas à aller voir ce documentaire. Alors, je vous parle de plastique, mais c'est quoi un plastique? Donc déjà, c'est un polymère. Donc c'est en fait des unités en répétition. C'est un peu comme les maillons d'une chaîne. Un maillon qu'on va appeler monomère et puis on va allonger la chaîne et on va avoir des oligomères si c'est pas très long, voire des polymères si c'est très long. Mais un plastique, c'est pas simplement des polymères. C'est aussi avec des additifs. Donc on en a parlé un petit peu hier. Les additifs, ce sont des composés qui vont modifier les propriétés du polymère. Donc ça va être sa couleur, le fait qu'il soit résistant, souple, dur, le fait que ce soit un retardateur, on va y mettre des retardateurs de flamme pour pas qu'il y ait vraiment un problème quand il va y avoir un départ de feu, tout ça. Et donc du coup, on va avoir des propriétés finalement des plastiques qui vont être très différents et très en fonction des additifs. À l'heure actuelle, il y a environ 16 000 additifs qui existent sur le marché. Il est très difficile de savoir quelles sont vraiment les compositions en additifs qui sont dans les polymères, parce que ce sont des... Voilà, les industriels gardent bien secret ce genre de choses. Savoir quand même que parmi les additifs, il y a des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, et j'en passe. Donc, je vais vous faire une brève histoire du plastique. Donc déjà, finalement, le plastique a commencé dans les années 1860, où il y a eu un grand concours pour essayer de remplacer des boules de billard qui étaient faites dans les défenses d'éléphants. Voilà, c'était un grand concours et le celluloïd est né à ce moment-là, sachant que dans les défenses d'éléphants, on pouvait faire 2 boules de billard. Donc, vous voyez à peu près la quantité de défense qu'il fallait pour faire un jeu de billard complet. Et puis, ça a été aussi utilisé dans les premiers films Kodak qui sont apparus. Ensuite, il y a eu la bakélite, qui a été le premier matériau 100% synthétique. Et puis, en 27, l'apparition du PVC, toujours utilisé grandement aujourd'hui. L'apparition en 1931 du néoprène, alors, qui est le premier élastomère pétrosourcé, donc de source de pétrole, issu de pétrole. Donc, il a été mis sur le marché parce qu'en fait, il y avait un problème de caoutchouc naturel, une pénurie à ce moment-là. Donc, on a développé ce matériau à ce moment-là. Et le néoprène, moi qui suis plongeur, je l'utilise régulièrement quand j'ai l'occasion d'aller mettre la tête sous l'eau. Pour les femmes, en 1938, la première fibre pétrosourcée avec le nylon. Et là, ça a été une révolution, effectivement, les collants en nylon qui sont apparus. Et puis, il y a eu une explosion lors de la Seconde Guerre mondiale, où vraiment le plastique a été au cœur de la technologie de la guerre. Et puis, à partir des années 50, ça a été vraiment la révolution du plastique, avec, vous voyez là, un article qui était passé dans le Life où vraiment voilà l'explosion de plastique, la libération, on n'est plus obligé que du jetable. Et là, franchement, c'était voilà, au point même que, alors, rappelez-vous, en 1940, ils ont créé, entre guillemets, voilà, un continent de plastique. Et c'est une notion qu'on reverra tout à l'heure.
Donc, comme je vous l'ai dit, le plastique, donc c'est essentiellement issu de, ressources pétrosourcées. Donc on va récupérer le pétrole, il va être, raffiné, il va y avoir la création de molécules, des pellettes qui vont être, moulées, en fait, chauffées, moulées, extrudées pour en faire, par exemple, des bouteilles en plastique. Et donc là, vous avez sur ce graphique, l'évolution vraiment de la consommation de plastique depuis les années 50. Et donc, en 2020, on était à 460 millions de tonnes de plastique produit par an. Donc, je vous ai mis là un peu ce que ça représentait. C'est environ chaque seconde 14 tonnes de plastique qui sont produites. Donc, vous voyez un peu la notion que c'est. Et il y a parmi ces 460 millions de tonnes de plastique produit, 375 000 qui deviennent des déchets. Donc, si on fait un comparatif, en 1990, ça représentait environ 60 kilos de plastique par an par habitant, et en 2020, donc 30 ans plus tard, 160 kilos. Donc, on a multiplié par 3. Juste pour quelques définitions, en fait, on parle souvent de biosourcés, pétrosourcés, biodégradables et ou compostables, non biodégradables. Donc moi, je voudrais juste, je vais le faire avec là, ça. Je voudrais juste, voilà, c'est pas parce qu'on est biosourcé ou pétrosourcé, par exemple, des polymères tels que le polyéthylène, le polyéthylène terephthalate que l'on a dans les 3/4 de nos bouteilles, hein, le polystyrène, le polypropylène, que ce soit fait de pétrosourcé ou biosourcé, eh ben c'est strictement la même molécule. Donc, de toute façon, ce n'est pas biodégradable. Donc, ça reste dans l'environnement. Ce sont des molécules qui sont extrêmement stables. Et donc, il est très, très, très difficile de les dégrader. Ça va pouvoir se fragmenter, mais bien sûr, ça va pas être biodégradé. Biodégradé, ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui vont intervenir, qui vont utiliser ces sources de plastique comme source de carbone. Elles vont les manger et donc du coup, au final, après, il y a juste, ça va se multiplier. Les bactéries, par exemple, vont se multiplier et relarguer du CO2 si besoin. Donc, ce que l'on a, en fait, on a plus de 97% des polymères qui existent sur le marché qui sont pétrosourcés. Et il y a environ 3% de biosourcés. Mais je fais bien la différence entre biosourcé ne veut pas dire biodégradable. Parmi les biosourcés, ben, c'est soit de l'amidon de pomme de terre, de la canne à sucre, de l'amidon de maïs, et ça peut être aussi issu de bactéries pour faire des polyhydroxyalcanoates qui, là, sont vraiment des polymères biosourcés et biodégradables. Moi, je travaille essentiellement sur ces bactéries qui permettent de synthétiser ce type de polymère, mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Si on regarde un peu l'utilisation des plastiques par secteur, hein, ce que l'on peut voir, c'est que l'emballage que vous avez ici, c'est vraiment la partie la plus utilisée. Il y a environ 40% des plastiques qui sont utilisés pour faire de l'emballage. Et si on regarde par type de polymère, on voit que alors tout ce qui va être HDPE, LLDPE, LLD, j'ai pas mes lunettes, tout ça, ceux-là, alors attendez, je vais essayer de l'avoir. Voilà, celui-là, voilà, tout ça, ce sont des polyéthylènes. Donc, c'est vraiment le matériau qui est le plus produit et qui est le plus utilisé. C'est par exemple les films alimentaires, les sacs de course. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'utilisation du polyéthylène, qui est un des matériaux les plus résistants et qui, du coup, est un des matériaux avec le polypropylène qui se retrouve le plus au niveau des océans en termes de microplastiques. Il y a un bilan des devenirs qui a été fait par l'OCDE en 2019. Et donc, vous avez ici donc les 660 millions de tonnes. Et donc, derrière, en fait, il y en a que 33 millions qui sont utilisés pour être recyclés. Donc ça, c'est au niveau mondial.
Après, vous avez soit de l'incinération, soit de la mise en décharge, soit problème de gestion des déchets. Et donc, moi, ce qui m'embête un peu dans ce graphe, c'est que l'impact sur l'environnement concernant le plastique ne concerne ici que les déchets qui se retrouvent malheureusement dans l'environnement. Et voilà, problème de gestion des déchets. Mais en fait, quand on met en décharge ou quand on incinère, ça a aussi des impacts sur l'environnement. Et donc, il y a en 2018 cette photo d'un hippocampe avec ce coton-tige qui a fait le tour du monde. C'est issu d'un National Geographic. Je voulais ramener parce que c'est tout un reportage en fait sur l'impact du plastique sur l'environnement. Et voilà, cette photo a fait le tour du monde et a même eu un prix si je ne me trompe pas. Donc la source du problème, comme je vous ai dit, c'est le pétrole, on en fait, voilà. Très vite, on va faire des sacs à usage unique, par exemple. Et le polyéthylène, on estime qu'il y a plus de 450 ans. Mais ça, bien sûr, ce sont des projections parce que pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment... ce sont des molécules qui sont très résistantes. Il n'y a pas vraiment de micro-organismes, à part quelques-unes en laboratoire qui fonctionnent. Voilà, c'est pas, surtout en milieu marin, c'est très compliqué de faire la biodégradation de ce type de polymère. Et on se retrouve souvent avec des problèmes de déchets non collectés, comme on peut voir ici, comme par exemple lors de la fête de la musique sur Paris, souvent sur les réseaux, on a vu plein de reportages avec plein de déchets. Alors moi, je vous avoue, j'y étais. En fait, c'est aussi un problème de collecte, parce qu'il y avait aucune poubelle où on pouvait mettre des déchets. Donc en fait, les gens ont rempli les poubelles et après on laissait ça à côté. Et donc forcément, il y en avait plein partout. Et donc, tout ça, c'est lié à la surconsommation du jetable, une collecte insuffisante et le problème de recyclage. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2021, en octobre 2021, en fait, il y avait la grève des éboueurs à Marseille. Il y a un énorme coup d'ess qui était annoncé depuis plusieurs jours. Rien n'a été fait. Donc forcément, il y a eu le coup d'ess et tout est parti à la mer. Donc ça a été catastrophique parce que c'est une pollution énorme. Donc le port était complètement contaminé, les plages avoisinantes pareil. Donc c'est un gros problème des déchets, gestion des déchets. Donc on estime en fait au niveau des océans que 80% des déchets sont de source terrestre, un peu comme ce que je viens de vous dire. Et donc ça représente environ comme s'il y avait un camion-benne qui se déversait toutes les 10 minutes dans l'océan au niveau mondial. Et puis forcément, chaque fois qu'un papier va être jeté en haut d'une montagne, il va se retrouver à un moment donné ou à un autre au niveau des océans. Certainement pas sous sa forme initiale, mais au moins fragmenté. Et donc, les sources de contamination, donc il y a soit via les rivières, il y a aussi les stations d'épuration des eaux, où on en a parlé tout à l'heure avec Franck, au niveau des fibres. C'est vraiment la contamination des océans par les fibres est énorme, c'est la première source de contamination. Et donc, ça impacte bien sûr tous les écosystèmes marins. Donc là, vous avez une étude qui a été faite dans la fosse Calypso, donc qui est la fosse la plus profonde de Méditerranée. Donc ça fait écho un peu à la présentation de Franck, où voilà ce que les auteurs ont retrouvé au fond de la fosse. Et donc essentiellement, les débris étaient liés soit à des films plastiques, soit à du plastique dur, ou encore, comme on peut le voir ici, à des gobelets ou des bouchons de bouteilles. Donc on parle souvent du GIR du Pacifique Nord, où c'est le 7e continent, le continent de plastique, donc qui représente quand même un tiers de l'Europe. Et donc il ne faut pas vous imaginer ce continent de cette manière-là, c'est-à-dire une accumulation vraiment que de macro-déchets. Donc il y en a bien sûr, mais c'est juste par endroits, mais il faut plus vous représenter, en fait, quand vous arrivez en plein cœur de cet océan, de ce GIR, de ce continent, voilà ce que vous voyez. Donc, finalement, vous
voyez rien vraiment à l'œil nu. Mais lorsque l'on fait des prélèvements, eh ben, on peut voir la fragmentation de plein de macrodéchets. Et donc là, c'est vraiment une contamination qui est très, très importante. Et il y a eu une étude en 2014 dont le laboratoire Arago a fait partie, hein, Jean-François Guiglione a fait partie de cette expédition. Et donc, ils ont échantillonné en Méditerranée à plusieurs endroits pour voir la contamination plastique. Et ce qu'ils ont repéré, c'est que de toute façon, chaque fois qu'ils ont fait des prélèvements, il y avait 100% des échantillons qui étaient contaminés par des microplastiques. Donc, microplastique, c'est inférieur à 5 millimètres, comme vous l'a dit Franck. Et donc, cette densité de microplastique est quasiment égale à celle du Pacifique Nord. Donc, et on estime que d'ici 2030, il va y avoir une augmentation. Mais d'où viennent tous ces plastiques, en fait? Donc, au niveau du Pacifique Nord, ce qui se passe, c'est qu'il y a les gyres océaniques. Donc, on peut bien voir, donc il est là, le gyre Pacifique Nord. Donc, c'est vraiment les continents et les courants marins qui vont faire la concentration de tous ces microplastiques à un endroit. Mais en Méditerranée, non, on n'a pas de gyre. Et en fait, il y a une étude récente de Lisa Weiss, qui est de l'UPVD, qui a montré que la contamination était essentiellement liée aux rivières et tous les courants d'eau qui arrivaient au niveau de la Méditerranée. Donc, les microplastiques, il y en a beaucoup, il y en a quasiment autant que de plancton. D'accord ? Définition du plancton, c'est tout animal ou végétal qui ne peut pas aller contre le courant. Une grosse méduse fait partie du plancton. Et donc, ça, c'est à peu près ce que l'on estime, c'est qu'il y a autant de microplastiques que de plancton. Donc, une belle dorade, quand elle va manger, imaginez-vous, dans votre assiette, vous avez autant de plastique qu'un steak ou d'un plat de légumes si on est végétarien. Ça va être un petit peu indigeste à un moment donné. Donc, du coup, là, vraiment, le plastique contamine tout le réseau trophique. Et l'estimation, c'est, par exemple, dans un plat de moule, ce sont juste des chiffres comme ça pour vous donner un peu des idées. On estime qu'il y a environ 300 microparticules, donc on va pas voir à l'œil, hein, bien sûr, de plastique dans un plat de moule. Pourquoi ? Parce qu'on mange l'animal en entier et que c'est un filtreur et que tout ce qui passe, voilà, toute la contamination de l'eau passe par l'individu. À plus grosse échelle, on a ce genre de choses. Donc, bien sûr, je reprends mon petit hippocampe. Bon, c'est mon animal totem. Cette tortue qui prend un morceau de plastique pour une superbe méduse. Donc ça, c'est un peu compliqué. Cette image aussi fait partie du National Geographic dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est vraiment des images qui sont assez alarmantes. Pareil au niveau du sanctuaire des Palagos, du sanctuaire Pélagos. Donc, ils ont fait une étude donc avec l'Université de Marseille et WWF pour voir la concentration des phtalates qui se trouvaient au niveau des rorquals. Donc, les phtalates, tout à l'heure, je vous ai parlé, polyéthylène terephthalate, c'est un additif qu'il y a dans ces bouteilles et les bouteilles, souvent, que l'on boit. Enfin, des bouteilles d'eau ou des bouteilles de soda. Et donc, en fait, il y a 4 à 5 fois plus dans cette zone-là de phtalates qui ont été détectés dans les rorquals par rapport à d'autres études. Et donc, d'une manière générale, on estime que ça impacte les poissons, les plastiques, impactent environ 35% des oiseaux, 27% des poissons, des non-vertébrés et les mammifères marins. Ce sont les 4 principales espèces à être impactées par la pollution plastique. Sur cette étude, vous avez en fait l'impact justement des plastiques sur les cétacés, les tortues, les pinnipèdes ou les oiseaux de mer. Et donc, vous avez en bleu les types le nombre de fragments qui ont été retrouvés et en rouge, le taux de mortalité. Le nombre de fragments qui ont causé la mortalité. Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que chez les cétacés, ce sont essentiellement les films, c'est-à-dire issus des sacs de course que l'on peut avoir. Donc, c'est ce que vous avez ici.
Vous avez pareil chez la tortue, hein, c'est suite à la photo de tout à l'heure, vous voyez bien. Au niveau des pinnipèdes, c'est vraiment les débris de pêche qui sont le plus impactants, et les oiseaux, c'est la partie plutôt bouchon de bouteille, hein, que l'on retrouve dans leur estomac. Et ce sont déjà des photos que je vous ai montrées, mais je vous les remets ici, juste ici, dans cette baleine, c'est jusqu'à 40 kilos de plastique qu'ils ont retrouvé au niveau de l'estomac. Et puis, ben, la faune, elle s'adapte. Donc voilà, vous avez un joli petit Bernard l'ermite qui, ne trouvant plus de coquilles, hein, est allé prendre un certain nombre d'objets qui étaient à sa disposition, notamment des plastiques. Et donc, moi, ce qui m'affole, c'est qu'il y a eu toute une pub qui a été faite à ce sujet-là avec Zouzou le crabe. Voilà, où c'était pour une société où on récupérait le plastique, tout ça. Et donc, grâce à eux, qui recyclaient le plastique, et ben, Zouzou le crabe arrivait à s'en sortir. Il avait une jolie petite bouteille sur le dos. Voilà, on va en rigoler. Et dans cette étude, on voit vraiment que c'est le plastique qui est utilisé plutôt que d'autres types de matériaux pour échanger contre une coquille normale. Mais le problème, donc là, c'est par exemple une zone de macrodéchets qui a été étudiée et qui se trouve dans le GIR du Pacifique Nord. Et en fait, en regardant de plus près, les auteurs ont trouvé toute une biodiversité très, très importante. Et finalement, tout ça, ça a créé tout un écosystème. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enlève les débris et du coup, on casse un nouvel écosystème? Ou est-ce qu'on laisse les débris, sachant qu'ils vont se fragmenter, mais on ne touche pas l'écosystème? Donc là, c'est vraiment un sujet, on va dire, un peu philosophique. J'en discute souvent avec des collègues. Voilà, on n'arrive pas à tomber d'accord, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de super solution à ce genre d'information. Donc l'impact du plastique, c'est encore bien plus important. Et donc, je voudrais savoir, dans la salle, à main levée, est-ce que vous connaissez est-ce que vous avez déjà entendu parler des limites planétaires? Pour ceux qui ont déjà entendu parler, est-ce que vous pourriez lever la main? D'accord, vous êtes déjà assez nombreux. Donc, effectivement, il y a 9 limites planétaires qui ont été mises en place. Et donc, les 9 limites planétaires, vous avez le changement climatique, destruction de la biodiversité, utilisation massive d'engrais, changement d'usage des sols, le cycle de l'eau, l'acidification des océans, appauvrissement de la couche d'ozone, l'augmentation du nombre de particules et le petit dernier, le rejet de nouvelles substances dans la nature. Et en fait, les plastiques font partie de cette 9e limite planétaire. Donc, je pense que ce sera abordé de manière beaucoup plus approfondie, donc je vais vite passer. Donc, en 2009, en fait, il y avait que 7 limites planétaires. On avait déjà, en 2009, dépassé 3 d'entre elles, dont par rapport à la couche d'ozone. En 2015, on en a passé 4. En 2023, ça y est, apparition des 9 limites planétaires avec 6 dépassées. 2025, on a dépassé 7 limites. D'accord? Donc, ces limites, c'est vraiment... voilà, c'est au-delà de ça, on imagine que ça va être très compliqué de survivre si on dépasse les 9 limites. Et la pollution plastique, il a été montré que finalement, elle est au centre d'un certain nombre de ces limites, et notamment le changement climatique. Donc, tout est lié. Pourquoi? Parce que quand on a de l'extraction, on va utiliser, récupérer le pétrole, ça va coûter. La fabrication du plastique, forcément, on va émettre des émissions de gaz à effet de serre. Le stockage, nous, on va se déplacer sur les points de vente, pareil, on va utiliser notre voiture, on va de toute façon consommer. Gestion des déchets, et puis la décharge et incinération. Et donc, ce qui est estimé, c'est que de recycler 1 million de tonnes de plastique, c'est environ retirer 1 million de voitures de la circulation en termes d'émissions de CO2. C'est simplement pour vous donner un petit peu un ordre d'idée.
Et on voit on a une estimation que, les plastiques, ça représente de 3 à 8 des émissions de gaz à effet de serre mondiales, avec majoritairement, finalement, au niveau de la production. Il y a plus de 75 qui rentrent au niveau de la production. Mais il faut aussi penser la fin de vie. Comment on gère les déchets? Donc, ça, ce sont des chiffres au niveau mondial, hein. En France, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Donc, on a 9 de recyclés, 19 d'incinérés et 50 dans des décharges, donc enfouissement. Et puis 22 qui partent dans la nature, problème de gestion. Et si on regarde un peu en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on voit que l'incinération et le recyclage peuvent être surtout l'incinération, c'est vraiment un coût qui est important. Et donc en France, sachez que c'est vraiment le mode de fin de vie qui est le plus utilisé. Et donc, sur ce graphe-là, donc on en a déjà entendu parler hier pour ceux qui étaient là, de business as usual, c'est-à-dire que si on continue à rien faire finalement, voilà, on voit qu'il va y avoir une grosse évolution des émissions de CO2 avec une part non négligeable, simplement réservée à la fin de vie. Si on regarde plus en termes de polymères, on voit donc là, vous avez du polyéthylène terephthalate, nos fameuses bouteilles de soda, par exemple, recyclées ou pas. Là, il y a une erreur, hein, c'est du polyéthylène, recyclé ou pas, polypropylène. Le PLA, qui est en fait l'acide polylactique, c'est le matériau qui est utilisé, par exemple, pour les imprimantes 3D. Voilà. Donc, qui normalement rentre dans les biodégradables. En fait, il est compostable, mais compostable de manière industrielle. Donc, vous allez le jeter dans votre poubelle jaune. De toute façon, il n'y a pas de centre de tri qui va le récupérer. Et donc, ça va partir à l'incinération en France. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien qui gère le PLA. Donc, et surtout, ne le mettez pas dans votre compost, hein, comme ce sera à 30 degrés. Il va toujours rester intact. Et puis du PLA additivé. Donc vous avez différents strates avec pour le matériau, l'extrusion, le thermoformage, le transport et la fin de vie. Et donc là, vous voyez vraiment que le PP est important et la production est vraiment ce qui est le plus impactant en termes de CO2. Et sur ce graphe-là, donc, on estime qu'on a environ 2,24 gigatonnes de CO2 émis. Et vous avez, en fait, par polymère, avec toujours le PE, le polyéthylène et le polypropylène, qui sont les plus impactants. Forcément, c'est ce qu'on produit le plus. Donc la pollution au microplastique, ça affecte le plancton marin et on en a parlé un peu tout à l'heure. Voilà, donc le plancton marin, donc il y a le zooplancton qui est le plancton animal, le phytoplancton qui est le plancton végétal. Et donc là, c'est un équilibre parfait qu'il y a entre le zooplancton, le plancton végétal, avec les nutriments. Et en fait, il y a un export de la production au fond des océans avec une consommation d'oxygène qui est limitée. Mais quand on introduit des microplastiques, ce qui va se passer, c'est que le zooplancton va manger des microplastiques par erreur, d'accord, au lieu de se nourrir du phytoplancton. Donc, du coup, le phytoplancton va s'accumuler et va produire beaucoup plus de matière organique qui va couler au fond des océans. Et cette matière organique va être utilisée par les bactéries qui se trouvent au fond des océans. Et quand les bactéries s'alimentent, entre guillemets, ça va consommer de l'oxygène. Donc, on va avoir, c'est ce dont Franck aussi vous parlait tout à l'heure, une déoxygénation des océans.
Mais il y a aussi le problème du stockage. On vous a dit aussi depuis le début de la matinée que les océans, c'était une vraie source de pompe de gaz à effet de serre. Et donc, on estime que la quantité de plastique présente à la surface est entre 7 000 et 35 000 tonnes. Du fait de leur densité, souvent, elles se trouvent à la surface. C'est beaucoup plus léger que l'eau de surface. Les océans absorbent 25 à 30 de CO2 dans cette pompe à carbone. Donc, c'est un puits majeur de carbone. Et après leur mort, le carbone est collecté par le phytoplancton, donc via la photosynthèse. Et donc, du coup, c'est c'est transporté vers le fond. Et donc, si le phytoplancton ne peut pas faire son rôle, eh ben, on a une forte concentration de microplastiques peut réduire cette pénétration et du coup perturber la photosynthèse. Les impacts vont bien au-delà. Donc là, vous avez sur ce schéma donc un sac qui se dégrade sous les effets des UV. Donc, il va y avoir relargage des additifs. Je vous rappelle simplement qu'un grand nombre d'entre eux sont des perturbateurs endocriniens des métaux lourds. Il va y avoir libération dans l'atmosphère des aérosols. Et puis, ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, comme on en a parlé, mais aussi de l'éthylène. Le polyéthylène, c'est un des polymères que l'on retrouve le plus dans l'atmosphère. Donc, forcément, il y a de l'impact. Et donc, ça impacte les océans, les sols, l'atmosphère et les organismes vivants. On en a parlé hier avec Tatiana de ce paradigme One Health qui en fait définit en fait une seule santé, la santé animale, la santé de l'environnement, la santé humaine. Tout ça, c'est étroitement lié. Ça, on en a parlé. Et donc, les microplastiques, on en a partout. Nous, on en inhale, on en a sur la peau, on en ingère, bien sûr. Et donc, chaque fois qu'il y a eu des études pour essayer de voir si on retrouvait des particules de microplastiques et de nanoplastiques plutôt dans l'être humain, enfin dans le corps humain, on en a retrouvé. Il y en a dans le placenta, il y en a dans le lait maternel, dans le cerveau. Je ne vais pas vous faire toute la liste et vous voyez ici là où on en retrouve. Donc, pour résumer, la pollution plastique, donc ça a une influence sur la crise climatique. Émissions massives de gaz à effet de serre, entre 3 et 8% des gaz à effet de serre sont liés à essentiellement la production des microplastiques. Perturbateur, c'est une perturbation des puits de carbone et puis impact sur le One Health. Donc, il faut finalement repenser notre consommation. Donc là, vous avez sur ce schéma, donc en orange, là, si on arrêtait d'utiliser du plastique à usage unique, je vous rappelle, l'emballage, c'est environ 40% de la production mondiale. Si déjà on arrivait à réduire considérablement cette partie-là, ce serait déjà ça de gagner. Et puis, il y a des choses forcément. Un monde sans plastique, il faut oublier, c'est impossible, on en a besoin. Donc, forcément, il va y avoir un taux résiduel. Donc là, la courbe jaune, c'est si on continue vraiment à faire ce que l'on fait jusque-là, continuons à consommer un maximum, ou si on prenait vraiment si on réduisait finalement cette partie de plastique à usage unique, on pourrait vraiment diminuer et arriver à ce taux résiduel. Donc, il y a cette notion des disaires qui est sortie. Donc là où plus vous êtes sur ce côté-là, plus vous êtes sur de la circularité en termes de production et réutilisation, réparer, tout ça. Et puis, si on va sur l'autre extrême, ça va être du linéaire. Donc, essayons de rester de ce côté-là, c'est-à-dire déjà réduisons notre consommation de plastique. Je suis sûre qu'on peut le faire à chaque instant. Et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de changer de téléphone tous les 6 mois ou bon, voilà. Je vais pas rentrer dans le débat, mais on peut vraiment faire chacun quelque chose à titre individuel pour essayer de réduire cette pollution plastique qui est vraiment un poison pour nous tous. Alors,
Qu'est-ce qui se passe au niveau international? Donc il y a donc un traité qui est en train d'essayer d'être mis en place depuis 3-4 ans. Voilà, le dernier était en juin 2025. Maintenant, il y a toute une coalition scientifique qui s'est réunie, hein, pour essayer d'apporter des faits scientifiques comme quoi il faut vraiment réduire la production de plastique et tout. Et puis, bah, forcément, en face, vous avez les lobbying plasturgistes et là et plasturgistes et pétroliers. Et là, bah, c'est très compliqué de se battre parce que les moyens ne sont pas du tout les mêmes. Mais ils lâchent pas l'affaire. Donc, il y a des personnes, effectivement, de l'Observatoire qui en font partie. Il y a tout un GDR qui s'appelle le GDR Plastique, Environnement et Santé, qui est français et par le CNRS. Et donc, ils participent grandement à cette coalition. Et plus localement, donc il y a eu un pacte pour protéger la Méditerranée qui a été signé en décembre 2025. Voilà, pour essayer de protéger la Méditerranée avec plus de 100 actions et parmi elles, la diminution des déchets plastiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce pacte. Voilà, je pense que j'ai récupéré un peu de temps pour pas que vous soyez complètement mort de faim. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Mais si vous avez des questions, je suis quand même là. Merci.